Je m'appelle Christophe Schmitz, j'ai 50 ans, je suis journaliste à l'AFP depuis une petite vingtaine d'années. J'ai fait un certain nombre de choses dans beaucoup de domaines, mais beaucoup de politique, beaucoup de diplomatie. J'ai travaillé en France, à l'étranger, aux États-Unis, en Autriche, en Angleterre. Et depuis 2 ans, je m'occupe des réformes éditoriales, c'est-à-dire de faire en sorte d'essayer de trouver les formats qui vont permettre à l'AFP de rester utile à tous les médias qui sont ses clients dans les années qui viennent. Et puis aussi d'animer le travail de la rédaction en texte, photos, vidéos et infographie. L'AFP, c'est une agence de presse, c'est-à-dire que l'AFP, c'est un grossiste en fait, qui travaille pour tous les autres médias, enfin ceux qui veulent bien s'abonner à ses services. Il n'y a que 3 agences dans le monde qui font ça vraiment à l'échelle globale. Il y en a une qui est basée en France, c'est nous. Il y a l'agence Reuters, qui est une agence à l'origine anglaise, qui maintenant est plutôt canado-américaine. Et là, il y a l'agence Associated Press, qui est une coopérative de journaux américains. Et on a en commun d'avoir des bureaux à peu près presque dans tous les pays du monde, des bureaux des correspondants à peu près dans presque tous les pays du monde, pour en fait essayer d'être le plus souvent les premiers sur une information. Et comme on a des clients qui sont extrêmement divers, de nationalité, de culture, d'opinion politique aussi parfois, c'est particulièrement fondamental pour nous de leur livrer une information qui soit fiable, impartiale, factuelle. Et après, eux, ils en font ce qu'ils en veulent. Mais en tout cas, nous, ce qu'on vend, c'est de l'exactitude. C'est vraiment ça notre fonds de commerce. Et puis, du sérieux. Mais sérieux, ça ne veut pas forcément dire ennuyeux, quoi. On est aussi une entreprise dont la culture est internationale. On a 80 nationalités dans la maison. Et on écrit en 6 langues, en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en arabe et en allemand. Et donc ça, c'est aussi un élément qui est très important pour on essaie toujours d'avoir un regard qui ne soit pas un regard français ou européen sur l'actualité. On a des tas de journalistes qui représentent plein de cultures et aussi plein de points de vue différents sur le monde. C'est un élément vraiment important pour nous, quoi. Et même, le plus possible, l'AFP essaye de faire aller ces journalistes travailler dans d'autres pays que les leurs. Parce que c'est une expérience différente de couvrir son pays, l'actualité de la société qui est la vôtre, et puis d'avoir un regard extérieur, quoi. Qui décide de ce qu'on parle aux infos? Eh ben, c'est les clients. Au journal de TF1, c'est le rédacteur en chef de TF1 qui décide. À Libé, c'est le patron de Libé, ou le rédacteur en chef, à la BBC, etc., etc. Nous, en fait, pour nous, il y a 2 sortes d'actualités. C'est pas des choix. Pour nous, il y a une actualité qui est prévue. Et en fait, l'actualité prévue, prévisible, c'est énorme dans la part de l'actualité. Un match de foot, un sommet politique, les résultats d'une entreprise. Tout ça, c'est prévu, c'est important, on a besoin d'en parler. Et puis l'autre moitié, c'est ce qui est imprévu. C'est un attentat, un avion qui tombe. Voilà. Et donc, après, il y a une forme de jugement journalistique qui des faits, il y en a tout le temps, toute la journée. Mon stylo qui tombe, c'est un fait. C'est pas une information, ça n'intéresse personne. Et puis ça veut rien dire, ça n'a pas de valeur. En revanche, c'est aussi le travail du journaliste d'essayer de voir qu'est-ce qui peut intéresser, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui peut intéresser, pourquoi c'est important ou pas très important. Voilà. Après, c'est pas une science exacte. Et puis on a tous un regard différent, l'expérience, ça joue beaucoup. Le métier que je fais, moi, pendant très longtemps, on le faisait sans faire d'école. On le faisait en étant stagiaire, en apprenant, en commençant à faire des petites choses, et puis petit à petit, voilà. C'est une très bonne question, à laquelle je n'ai pas de réponse définitive, ni très claire. Ce qui est sûr, c'est que les médias, c'est un secteur qui est en crise, que faire du journalisme, ça coûte assez cher et ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, en fait. Et que le problème de la difficulté de financement des médias, c'est une menace pour leur indépendance. Ça, c'est sûr. Après, dans un certain nombre de pays démocratiques, il y a des règles qui font que l'actionnaire
il a un pouvoir qui est limité par des chartes, par des règles, même parfois par des lois, sur le fonctionnement d'une rédaction. Mais ce n'est pas une question simple, en effet. Et moi, je n'ai pas de réponse simple à ça. L'AFP est totalement indépendante. L'AFP, elle a un statut qui est particulier. C'est une entreprise qui n'a pas de capital, donc qui n'a pas d'actionnaire non plus, et dont le financement est assuré pour un tiers par le gouvernement français, qui considère que c'est une bonne chose en gros pour la France, qui est un grand média international, qui a une résonance partout et qui voilà. Et pour 2 tiers par ses recettes commerciales. Et les recettes commerciales, il y a 5000 clients, donc il n'y en a aucun qui a plus de pouvoir que les autres, quoi. Notre plus gros client commercial, c'est un journal japonais, c'est le plus grand quotidien du monde, qui tire à 12 millions d'exemplaires, ça s'appelle l'Asahi Shimbun. Mais c'est juste un client, quoi. Voilà. Par contre, moi j'ai vécu aux États-Unis, parce que souvent la question du financement, c'est la question de l'indépendance, comme vous le disiez. Moi j'ai vécu aux États-Unis, et j'ai travaillé aux États-Unis, et j'avais que des collègues américains là où j'étais. Et une fois, il y en a un qui m'a dit « Oui, mais vous, l'AFP, vous êtes une agence d'État, donc sous-entendu, vous êtes là pour dire ce que le gouvernement français veut que vous disiez. » Et moi, je lui avais répondu en lui citant des exemples qu'il connaissait bien, des exemples anglophones. Et justement, je lui avais cité la BBC, qui est payée à 100% par les impôts des Britanniques, et qui est le média, à mon avis, qui est vraiment un des 3 à 4 médias les plus sérieux, les plus impartiaux, les plus objectifs du monde. Et puis il y avait Fox News, qui est une entreprise 100% privée, à capitaux 100% privés, et qu'on peut juger comme on veut, mais qui n'a pas les mêmes standards d'indépendance et de sérieux, quoi. C'est pas la question de la propriété du capital, c'est pas la question qui. On est tous influencés. Vous avez entendu depuis tout à l'heure, je vous parle d'impartialité, d'honnêteté. Je ne vous ai jamais parlé d'objectivité, parce que ça, c'est une vue de l'esprit. On a tous des préjugés, on a tous un avis un petit peu personnel sur les choses qui va colorer, même si on essaie d'être le plus honnête possible, la façon dont on voit le monde. Si on veut prendre un exemple sur ce sujet-là, l'année dernière, il s'est passé des événements politiques extrêmement importants aux États-Unis, avec l'élection de Donald Trump par exemple, et puis en Angleterre qui a voté pour sortir de l'Union européenne. On a beaucoup reproché aux journalistes par la suite d'avoir d'avoir pas vu ce qui se passait, parce qu'ils avaient des préjugés, parce qu'ils avaient des œillères, ils étaient tous contre Trump, etc. Et une partie de ces critiques était tout à fait justifiée, en fait. Et c'est vrai que les journalistes avaient tendance à ne pas prendre au sérieux les électeurs qui leur expliquaient qu'ils allaient voter Trump, etc. Et donc nous, et puis plein d'autres médias, mais on a fait un travail collectif pour se poser les questions. Comment on fait pour prendre du recul, pour se mettre à la place de l'autre, pour pas être des donneurs de leçons, quoi. Nous, on est un journaliste, il est là pour raconter ce qui se passe, pas pour dire c'est bien, c'est pas bien, quoi. Mais c'est pas facile. Et être influencé, parfois, on est influencé par soi-même, par sa propre histoire, son milieu, ses préjugés, etc. Il y a un autre problème, c'est que de plus en plus de journalistes, ils arrivent, ils sont formés dans des écoles, à l'université, etc. Il y a le risque qu'ils soient tous un peu sur le même moule. C'est pour ça que... et c'était pas comme ça avant. Et c'est pour ça que voilà, il y a des tas de médias qui prennent l'initiative. Moi, je vous parlais de l'AFP. L'AFP n'est pas mieux que les autres, mais je peux vous en parler parce que c'est ce qu'on fait chez nous, où nous, justement, on recrute des jeunes professionnels, on recrute par une sorte de concours et une bourse, quoi, et on recrute des jeunes professionnels qui sortent des écoles, mais aussi des jeunes professionnels qui ne sont pas passés par des écoles, etc. Justement, pour avoir un regard qui correspond mieux à la réalité de la société, quoi. Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur les informations prévues et les informations pas prévues. Les informations prévues, c'est très simple. Il suffit de choisir si elles nous intéressent ou pas. Un match de foot, on y va, on n'y va pas. Et si on y va, on envoie de la photo, de la vidéo, etc. Bon, ok, jusque-là, ça va. Après, il y a les informations imprévues. Et pendant très très longtemps, ces informations imprévues, les faits divers, en fait, l'information était rare, c'était compliqué d'aller trouver l'information. Et donc, les agences, leur rôle, c'était justement, leur chance, c'était d'être présentes un peu partout, d'avoir des correspondants partout,
et elles pouvaient être souvent les premières sur le coup. Maintenant, avec ce truc-là, eh ben, tout le monde peut prendre une photo, tout le monde peut faire un film, tout le monde peut faire... Voilà. Bon. Donc, à moins, je reprends l'exemple d'un avion qui tombe, à moins que l'avion tombe sur les pieds de notre photographe, eh ben, on a toutes les chances de ne pas être les premiers à le trouver, à le voir, à être au courant, etc. Donc, notre système de correspondant il continue de fonctionner, mais on a aussi une surveillance très intensive, où on consacre beaucoup de moyens à la surveillance des réseaux sociaux pour aller, premièrement, trouver des contenus qui sont déposés par des témoins, des personnes normales. Deuxièmement, vérifier que c'est du sérieux. Et puis s'assurer aussi voir avec la personne qu'on a le droit d'utiliser. Et voilà, et souvent on est alerté comme ça des informations. Mais tout ça, c'est un travail qui demande beaucoup de moyens, beaucoup de monde en fait. En fait, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, c'est des sources pour nous maintenant. Mais des sources qu'on manipule avec extrêmement de précaution. Pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a 2 jours, un policier au Venezuela a volé un hélicoptère et il est allé mitrailler un ministère et il a même jeté à la main des grenades sur la côte. Enfin, bon, c'est un pays qui est en état de quasi-guerre civile. Il y a des images. D'abord, on a des doutes sur cette situation. On ne sait pas si ce n'est pas une provocation du gouvernement ou si c'est vraiment quelqu'un. Bon, c'est compliqué, hein. Et puis, donc, il y a des images qui ont circulé tout de suite. Et c'est parti de Snapchat, ça a été repris par des médias locaux, etc. On a vérifié un certain nombre de choses par rapport à des recoupements qu'on pouvait faire. On n'a pas de doute, oui, c'est bien cet hélico, c'est bien ce pilote-là, etc. Mais pourtant, depuis 2 jours, on n'a pas diffusé ces images. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui a pris ces images. Alors, il y a une question de droit, parce que peut-être la personne, s'il prenait vu que plein de médias locaux ont pris ces images, ça serait quand même pas gentil s'ils s'en prenaient qu'à nous, si on les lui prenait aussi, sans avoir son autorisation. Mais surtout, on ne sait pas qui a fait cette personne. On ne sait pas quelle est la part de manipulation. On ne sait pas. Voilà. Donc, on est très très prudent. Très prudent. En fait, on est passé d'une situation où l'information était assez rare à une situation où l'information est tellement partout, en fait, une grande partie du travail des journalistes, c'est de trier tout ce qui arrive, de trier qu'est-ce qui vaut quelque chose, qu'est-ce qui est intéressant, etc. Et nous, nos clients, en fait, on leur apporte un service, on les aide à faire ce tri. Puis n'oubliez pas que, ce qu'on disait tout à l'heure, la situation des médias, elle est difficile, les rédactions, elles sont moins nombreuses qu'avant. Et puis le client, à la limite, il va préférer se concentrer sur ce que lui, il peut apporter sur une information, en plus, en donnant des coups de fil, en faisant ses analyses, en faisant un graphique, etc. Et puis mais le début de l'information, il est content que nous, on la lui apporte, quoi. Et après, lui, il va bâtir autour. Il y a des clients qui hésitent à traiter un sujet avant... disons que voilà, ils ne vont pas hésiter à le traiter, mais disons que ils vont disons, accorder beaucoup de prix à la certification. Pour vous donner un exemple récent, à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle, donc un policier a été assassiné sur les Champs-Élysées par un assaillant qui avait un fusil, etc. Au début, c'était assez confus, la situation. Nous, on fait beaucoup d'investigations. On a des gens qui travaillent à l'instruction, on a des gens qui travaillent auprès de la préfecture de police, des pompiers, tout ça. Bon. Au début, c'était assez confus la situation. Un de nos concurrents a annoncé qu'il y avait un 2e mort, et puis qu'il y avait aussi en fait, les tueurs, enfin, les assaillants, alors qu'en fait, l'assaillant, il a été tué tout de suite par la police, mais que les assaillants, qui étaient peut-être plusieurs, continuaient de courir dans le quartier, etc. Et effectivement, il y avait cette crainte. C'est pour ça que la police a tout bloqué tout de suite. Et nous, on a aussi entendu ces éléments-là, mais on n'arrivait pas à en trouver la confirmation. On n'était pas sûr, et donc on a attendu. Il y a même eu une radio qui nous a appelés, mais qu'est-ce que vous foutez, qu'est-ce que vous faites? Les autres, ils disent qu'il y en a 2. Ouais, mais nous, on n'en a qu'un, quoi. Voilà. Et à la fin, il n'y en a qu'un. Bon.
Bon, il nous arrive aussi de nous tromper, hein. Mais c'est très très important. Cette dimension de... C'est solide, quoi. C'est vraiment ça, notre valeur ajoutée. On vérifie, ouais, on vérifie beaucoup. Mais tout le monde le fait, hein. Mais nous, c'est vraiment notre fonds de commerce, quoi. Ça, la vérification, et puis aussi toujours amener du contexte autour de l'information. Pour moi, une des raisons de cette défiance envers les médias, c'est le sentiment qu'on décharge sur les gens des flux d'informations toute la journée, qu'une nouvelle chasse l'autre. Et c'est aussi le sentiment qu'on ne prend pas le temps de donner du sens à l'information. Moi, je suis bien placé pour savoir que les médias font leur travail, dans les règles de l'art, quoi. Mais je crois qu'il y a ça, il y a des news sans queue ni tête, on ne comprend pas pourquoi tel truc, pourquoi. Il y a ça, et puis il y a aussi un sentiment qui est beaucoup plus général. Beaucoup de gens ont le sentiment de ne pas avoir prise sur leur quotidien, sur leur vie, sur que leur emploi est menacé, qu'ils n'ont aucune façon ou que leur environnement change, sans qu'ils aient prise là-dessus, et qu'ils ont un sentiment d'impuissance. Et je pense que les médias sont assez largement associés aussi à cet environnement qui n'a pas prise sur leur vie, un peu comme la politique, un peu comme... Et il y a beaucoup de gens qui pensent que les médias ne parlent pas vraiment de leur vie, de ce qui leur arrive, de leur ressenti. Il y a un manque de diversité. Je pense que les médias, ils doivent aussi faire leur examen de conscience, où il y a un côté aussi un peu routinier effectivement, il faut aller au-delà de l'information toute mâchée. Il faut aller. Alors voilà, le problème, c'est que ça coûte cher aussi, par exemple, d'aller sur le terrain, comme on dit. Ça coûte cher. Nous, pendant la campagne américaine, on a eu des reporters pendant des mois et des mois et des mois sur le terrain. Ça coûte beaucoup d'argent. Il faut pouvoir le faire. Et il faut aussi pouvoir partir sur le terrain en se disant, ben, peut-être que je ne vais rien ramener, je ne vais pas trouver de sujet intéressant. C'est un peu du luxe. Non, on ne s'habitue pas, parce que... D'abord parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui entendent en face d'eux quand ils voient leurs copains ou quand ils vont dans un café « Ah, t'es journaliste, c'est nul ». On sait qu'il y a une défiance, etc. Mais moi, j'adore discuter avec les gens du travail. Ce que je vois aussi quand même, c'est que les gens critiquent énormément les journalistes, mais en même temps, je sais pas, quand je viens d'une soirée ou en famille, etc., et des gens qui disent « Ah, bah, t'es journaliste, c'est intéressant. » Voilà. Il y a quand même... Les gens ont le sentiment que ça touche tout le monde, comme le travail que font les journalistes. L'information, c'est quand même la vie, c'est de raconter un peu la vie de tout le monde. Donc, c'est très important de fournir dès le départ des éléments d'analyse, parce que c'est les éléments d'analyse qui vont dire pourquoi ça vaut le coup de parler de tel ou tel événement. Après, les clients, ils rajoutent une couche qui est la leur, qui est justement leur regard, leur analyse des éléments qui vont enrichir l'information. Là où c'est un peu moins vrai, c'est quand même un peu moins vrai qu'autrefois, dans le sens où voilà, effectivement, les clients, les médias ont quand même moins de moyens, et donc ils utilisent de plus en plus nos contenus de façon, ce qui peut poser un problème d'ailleurs, de façon comme ça, sans les retoucher. Ce qui peut aussi donner le sentiment que tout le monde raconte la même chose, quoi. Si tout le monde reprend la dépêche AFP, tout le monde raconte la même chose, c'est pas bien. Mais on nous demande quand même de plus en plus d'amener des éléments de contexte, d'explication, de fournir un produit fini, quoi, en fait. Si on a une ligne éditoriale, c'est la même que celle qui devrait être celle de n'importe quel journaliste au monde, c'est-à-dire on va parler de ça parce que c'est nouveau et intéressant. Mais on n'a pas de ligne éditoriale, on n'a aucune idéologie à promouvoir, on a... et voilà, ne serait-ce que parce que, voilà, après c'est un travail qui est fait par des humains, donc chacun vient avec ses avis et tout, mais ne serait-ce que parce que nous, on sert des clients dans tout le spectre
C'est ce que je disais au début, quoi. Mais on n'a pas de ligne éditoriale, non. Ben si, le sérieux, quoi. La qualité. Comme tout le monde, pareil, j'espère. Tous les matins, il y a... Bon, d'abord, en fait, l'AFP, c'est une maison qui est éclatée dans plein d'endroits. Donc on a, à Paris, on a le siège pour la France et puis pour l'Europe. Et administrativement pour l'Afrique, même si après le reste c'est plutôt à Johannesburg. Après, pour l'Amérique du Nord, on a un gros bureau régional à Washington qui après a des bureaux plus petits autour. En Amérique latine, c'est Montevideo. Pour tout ce qui est le monde arabe, on est installé à Nicosie, en fait, c'est à Chypre. Mais avant, on était à Beyrouth et puis on est parti à cause de la guerre. Et après, il y a des bureaux dans toutes les régions, dans toute la région, pardon. Et puis l'Asie à Hong Kong. Donc, bon, mais Paris, c'est un peu le centre nerveux quand même. Donc, tous les matins à Paris, il y a ce qu'on appelle une grande conférence de rédaction où on fait le point des principaux événements de la veille. Et puis, on prépare. Et puis, si on a bien travaillé, si on a fait des erreurs, si ça s'est bien passé, les difficultés qu'on a pu avoir. On a souvent aussi des journalistes qui peuvent être menacés. Enfin, nous, on couvre pas mal des guerres, donc on fait très attention à ça aussi. Comment est-ce qu'on peut couvrir tel truc tout en étant bien protégé? Bon, enfin, toutes ces questions-là sont très importantes. Et puis, on prépare aussi un petit peu ce qui va se passer dans la journée, quoi. Mais bon, le truc, c'est que comme on est une organisation autour du monde, il fait toujours jour quelque part, quoi. Enfin, donc, après, c'est pour ça que les régions sont aussi assez autonomes. En Asie, il y a aussi une conférence de rédaction, dans les Amériques aussi. On marche de plus en plus en fait par fuseau horaire, quoi. Un fuseau horaire qui est en gros sur les Amériques, un autre sur l'Europe et l'Afrique, et un troisième sur l'Asie. Et en fait, quand on voit nos concurrents, enfin Associated Press, ils font la même chose. Eux, ils ont un gros bureau à New York, un autre à Londres, un troisième à Singapour. Et en fait, ça fonctionne, parce que ça veut dire qu'à tout moment, parce que par exemple, comme on fait de la vidéo, de la photo, de l'infographie, c'est du monde aussi pour éditer tout ça. Ça veut dire qu'à tout moment, il y a des équipes suffisamment nombreuses pour pouvoir... C'est les 3-8, exactement, c'est les 3-8. Et les 3 à 8 heures en fait, c'est ça. Ouais. Nous on appelle ça follow the sun. Ouais. Il fait toujours jour quelque part, quoi. Mais c'est des choix qui très souvent se font dans l'urgence. Il y a des choses qu'on suit au long cours. La guerre de Syrie, ça fait 5 ans, ou bientôt 6 malheureusement. Et puis encore une fois, il y a des choses qui s'imposent. Une élection présidentielle, ou une élection tout court d'ailleurs, la finale de la Ligue des Champions, le Festival de Cannes, les Oscars. Bon, là, il n'y a pas trop de questions à se poser, quoi. De toute façon, il y a une demande énorme de nos clients. Et puis après, ben voilà, les choix, ils se font vraiment au jour le jour. Et alors, qui décide? C'est les rédactions en chef, c'est-à-dire la hiérarchie éditoriale, quoi. Il y en a dans chaque région, à chaque métier. À Paris, on est une rédaction en chef centrale, mais dont le travail, évidemment, ça ne consiste pas à préparer toutes les couvertures de la journée, parce qu'on fait quand même 5000 articles par jour. Et son travail, c'est plutôt d'essayer de définir un peu d'abord de s'occuper des plus gros événements, et puis de définir un petit peu des directives, quoi. Mais ce n'est pas des directives qui vont dire ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant. C'est plutôt des directives qui ça va être quand vous allez couvrir la Coupe du Monde de foot l'été prochain en Russie, on essaie de réfléchir qu'est-ce qui est important de raconter autour de la compétition sportive, tout le business du sport, le rôle des sponsors, toutes les questions de sécurité, tout ce qui est comment ça peut servir à la Russie pour son image, etc. Donc, on essaie de réfléchir un petit peu en amont, quoi. Mais après, une fois qu'on est parti, on est parti. Et puis il y a plein de choses qui s'imposent à nous. Quand le 13 novembre, on n'a pas eu le temps de s'asseoir, 13 novembre 2015, on n'a pas eu le temps de s'asseoir un quart d'heure pour... non. On a rappelé tout le monde, on a envoyé des textos, et puis les gens sont partis sur le terrain, quoi. Et c'est comme ça partout. On travaille pas mal dans l'urgence. La première chose qu'on demande à un journaliste, à part évidemment des compétences un peu techniques, de savoir comment on construit un article, comment on prend une photo, etc. La première chose qu'on lui demande, c'est d'exercer son jugement. Parce que sinon, je ne sais pas, on peut trouver des machines. Mais c'est justement
d'exercer son jugement. Et après, il peut y avoir des désaccords, mais ça se passe beaucoup dans le dialogue. Enfin, c'est une profession assez indépendante quand même. C'est pas une profession où on fait ce qu'on vous dit, quoi. Après, par contre, il y a une hiérarchie qui peut décider que le travail qui a été fait n'est pas intéressant et qu'on ne va pas l'utiliser. Ça, c'est complètement légitime, c'est dans n'importe quelle entreprise. Mais ça va se porter sur des critères. D'abord, les journalistes, c'est quand même, ils sont assez indépendants de caractère, assez chatouilleux. Et si le journaliste a le sentiment qu'il est censuré, bah c'est grave. Là, ça sort. Ouais. C'est partout pareil. Je ne pense pas que c'est différent chez nous, d'ailleurs, quoi. C'est très important de faire confiance. Parce qu'il y a une règle, par contre, chez nous, qui est très, très importante. C'est qu'on fait confiance à la personne qui est sur le terrain. Par exemple, ça arrive dans des situations... on a eu le tremblement de terre à Haïti, c'était en 2010 ou 2011, un tremblement de terre, des conséquences tragiques, dévastatrices. Et parce que le pays était désorganisé, parce que le chaos était tel, il sortait des choses un peu partout. Et puis à Washington, qui est le groupe euro-régional qui fait l'Amérique du Nord et qui couvre aussi Haïti, on voyait sur Twitter, sur Facebook, sur les télés américaines, on voyait des choses, on entendait beaucoup de choses. Et donc, j'ai plus le souvenir exactement, mais il était notamment question d'un immeuble qui s'était effondré sur une école et tout ça. Et on réussit à joindre le journaliste qui était sur le terrain, on lui dit d'aller voir, et il y va, et il dit ben oui, non, enfin, c'est pas vraiment ça, etc. Et on fait confiance à la personne qui est sur le terrain, sinon ça ne sert à rien d'envoyer quelqu'un sur le terrain. Parfois il va se tromper, mais c'est très important de faire confiance à la personne qui est sur le terrain. Donc, vous parlez d'indépendance, la première indépendance, elle est là, quoi. Et la première responsabilité aussi, quoi, elle est là. Si on envoie quelqu'un sur le terrain, c'est pour lui faire confiance, c'est pas pour...